Salut Pauline. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Très bien, je te remercie. Je suis très très contente de te recevoir à mon micro. C'est une première pour toi en plus. C'est mon tout premier podcast et c'est avec toi et j'en suis très heureuse. Oui. Franchement, c'est trop bien. On va passer un très bon moment, ne t'inquiète pas. La première question que je pose à toutes mes invitées, c'est toujours la même. Est-ce que tu peux te présenter, Pauline, en quelques mots? Oui, donc moi je suis Pauline Van Der Kamp et j'ai 36 ans. J'habite à Paris et j'ai créé l'application mobile YouMay, qui est une application mobile qui lutte contre le harcèlement de rue. Et toute ma vie gravite autour de cet engagement-là sur les violences sexistes et sexuelles et les problématiques que peuvent rencontrer les femmes dans l'espace public en règle générale. Trop bien, super projet. Quand j'ai entendu parler de ton projet et qu'on m'a suggéré donc, ton profil pour les locomotives, j'ai tout de suite dit grand oui. Je me rappelle très bien du SMS que j'ai envoyé. Tout simplement parce que ça me parle, puisque c'est des situations que j'ai forcément vécues, comme je pense quasiment toutes les femmes de cette planète. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je m'intéresse surtout à mes invités. Donc, j'ai vraiment envie de comprendre, tu vois, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait avant, depuis quand tu es entrepreneuse, depuis quand tu as lancé ton projet, quel a été le déclic. J'ai envie de comprendre un petit peu ton parcours. Est-ce que, s'il te plaît, Pauline, tu peux prendre un peu le point de départ de ton choix, qu'on comprenne un petit peu quel est ton parcours, quelle jeune femme tu étais, enfin, tu vois, que je comprenne un peu ton évolution. Tu sous-entends que je ne suis plus jeune? Alors, bon, tu sais, on a sensiblement le même âge, je te rassure. Donc, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de sous-entendu. Oui, donc moi, j'ai fait une fac de lettres classique. J'ai passé un master en archéologie, histoire de l'art. Improbable. Qui était spécialisé sur la Mésopotamie, donc vraiment tout le bassin moyen-oriental actuel. Et suite à ça, une fois mes diplômes en poche, je me suis passionnée pour le yoga. Et donc, j'ai fait une formation pour être prof de yoga. J'ai créé un premier centre de yoga à Aix-en-Provence, la ville dont je suis originaire. Et puis, en fait, j'ai commencé à avoir, dans mes cours de yoga, puis j'étais masseuse aussi, et sur ma table de massage, des femmes qui étaient victimes de violences conjugales ou qui ont été victimes de viols. Et c'est de là qu'est née, en fait, l'étincelle chez moi et l'envie d'agir. Donc, j'ai commencé à concevoir un programme avec elles annuel de soins au niveau du corps pour les accompagner. Et puis, il y a eu une grossesse et un bébé, le Covid, à peu près en même temps. Et donc, suite à ça, j'ai arrêté cette première activité. Et entre-temps, j'avais eu la première version de l'application mobile qui était née. Mais tout s'est un petit peu croisé comme ça. Et mon parcours vient vraiment à la fois de mes études et aussi du yoga. Tout s'est enchaîné, en fait, naturellement, de ce côté-là. D'accord. Et si on rentre un petit peu plus, tu vois, en détail dans justement à quel moment tu as fait la transition et quelles ont été les étapes, parce que du coup, avant, tu avais un boulot. Oui. Tu faisais quoi concrètement, si j'ai bien compris? J'étais prof de yoga. Ah, t'étais prof de yoga? J'avais mon propre centre. Okay. Alors moi, j'ai jamais eu, hormis des petits jobs étudiants, je n'ai jamais eu de vrai boulot dans une boîte. C'est un monde que je ne connais pas. Tu vois, je suis trop robotisée, quoi. Oui. Tu vois, c'était quoi ton CDI à toi? Non, je n'ai pas quitté de CDI. Voilà. J'ai pas passé ce cap-là. J'ai jamais eu de CDI. Et j'ai toujours eu envie d'être à mon compte. J'ai grandi avec une maman solo et qui a été à son compte et qui a créé 1001 choses pour réussir à être présente dans notre vie, nous soutenir aussi financièrement et se réaliser elle aussi. Et ça a été une vraie source d'inspiration pour moi. Et j'ai un frère et une sœur et on est tous les trois entrepreneurs. Ma sœur est vétérinaire, elle a sa clinique. Mon frère est agent immobilier, il a ses agences immobilières. Et puis moi, j'ai ma start-up aujourd'hui. Et avant, j'avais mon centre de yoga dans le sud de la France. Incroyable. Oui, tu avais déjà cette vibe-là d'entreprendre, d'être libre un petit peu, voilà, de créer un petit peu ton quotidien comme tu l'entends, quoi. Je suis juste pas passée par un parcours classique d'entrepreneur, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Exactement, j'ai fait un virage en 360, vraiment. Et ça a été très compliqué dans ma famille quand j'ai annoncé je ne poursuis pas mes études, je ne ferai rien de mes diplômes. Et je me souviens de la tête de ma mère elle a eu un gloops coincé dans sa gorge. Et elle m'a dit tu pourras toujours passer le concours de la fonction publique. Au pire des cas, avec le niveau, c'est bon, quoi. Pour elle, ça a été vraiment compliqué. Mais moi, j'avais vraiment cette source-là cette envie d'être mon propre patron. Je n'ai jamais pensé les choses autrement. Jamais. C'est trop bien. Ça veut dire que c'était, on va dire, peut-être
moins compliqué pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat vraiment, tu vois, le start-up, etc., tu vois, que pour d'autres, je sais à quel point c'est effrayant de faire ce saut, tu vois. Oui, moi, je n'ai absolument pas Alors, soit je suis complètement inconsciente, mais je n'ai pas la peur des fins de mois. C'est quelque chose que je ne connais pas, vraiment. Alors qu'à contrario, moi, j'ai ma sœur qui, elle est hyper angoissée là-dessus, et on est toutes les deux entrepreneuses, donc souvent, on s'amuse à se comparer. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas. J'ai une idée, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, et je vais tout mettre en œuvre pour le réaliser, quitte à me planter. Et je me suis crachée un paquet de fois. Ah ouais, c'est vrai ? J'en ai eu plusieurs, des idées, oui. Raconte-nous. Même le centre en soi, quand on commence à aider des personnes qui sont victimes, donc elles ont besoin de venir régulièrement, elles n'ont pas de grands moyens pour pouvoir avoir des massages. Ça a quand même un coût, tout ça. Absolument. Et donc, j'ai cassé les prix, mais j'ai cassé les prix au point où je ne pouvais... pas rentable. Mais non, j'étais en dessous de la rentabilité. Tu les faisais à combien, tes massages ? Je les faisais à 30 €. Mais ouais, mais comme ça, je les avais toutes les semaines. Toutes les semaines, c'était hyper... et c'était des bons massages. Ouais, non, mais bien sûr, je me doute bien que c'était des bons massages et des cours de yoga. J'en ai fait énormément bénévolement parce que ça me prenait en fait au cœur. Et là, je me suis dit... je suis pas bonne du tout dans les affaires, quoi. Clairement, il y a un truc qui marche pas parce que je pouvais pas en fait assumer les charges. Et quand j'ai eu mon fils, donc moi je suis maman solo, et il fallait quand même que je puisse le nourrir. Et là, j'ai commencé un petit peu à voir le monde de l'entrepreneuriat sous une autre forme. Et il y a une forme de niaque quand même qui s'est déclenchée ou enclenchée en moi, où je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de compétences, j'ai un savoir-faire, j'ai un enfant. Et j'ai pas envie d'avoir une vie de merde avec mon enfant. Ouais. J'ai pas envie de tomber dans la représentation des mamans solo qui galèrent, qui doivent faire 10 000 tafs pour réussir à finir, à boucler les fins de mois, à pas être capable de partir en vacances, etc. Et donc, je me suis entourée des bonnes personnes pour réussir à construire un business qui fonctionne. Alors, hyper intéressant. Et du coup, je rebondis tout de suite sur la dernière phrase parce que je trouve que c'est excessivement dur de s'entourer des bonnes personnes. Comment t'as fait ? Donc, moi, j'ai vraiment envie de tout comprendre. C'est-à-dire que j'ai envie de comprendre. Donc, déjà, on en parlera aussi après de... Je connais l'histoire qu'il y a derrière ce lancement d'application, etc. Oui. Voilà. Mais comment tu as fait, du coup, pour t'entourer des bonnes personnes ? Est-ce que tu es associée aujourd'hui ? Comment ça s'est passé ? Alors, je pense, chanceuse parce que ça s'est passé complètement naturellement. Moi, j'ai pas rencontré de problème. Donc, je parle vraiment de la start-up, oui. Mon métier actuel. J'ai créé ça avec 2 amies à l'origine. Il y en a une des 2 qui a quitté le navire très rapidement parce qu'on a eu un gros buzz autour de l'application et ça lui a fait peur. Donc, d'elle-même, elle a quitté l'entreprise à ce moment-là. Mon autre amie a elle aussi eu un enfant et donc elle a quitté le navire aussi. Et entre-temps, j'ai eu un rendez-vous avec la ville de Marseille, donc comme je suis originaire du Sud, et la ville de Marseille m'a dit vous n'êtes pas encore assez solide en fait pour qu'on travaille avec vous, mais nous on a l'habitude de bosser avec un cabinet de consultants, ils ont un programme de coaching et je vous invite à aller les voir. Et c'est là où j'ai rencontré François, qui est mon associé et qui est aussi mon meilleur ami. Et en fait ça a été un vrai coup de cœur, ça a été mon coach pendant 1 an. Et après, quelques mois passés ensemble, j'ai commencé à le draguer lourdement pour qu'il devienne mon associé, parce que s'associer avec quelqu'un, c'est un mariage, vraiment. C'est vraiment ça. Absolument. Et puis, en fait, il y a eu 1000 histoires qui ont fait que ça matchait super bien professionnellement. On est un binôme hyper complémentaire. Hyper complémentaire. Et on prend énormément soin l'un de l'autre aussi. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous vous soutenez, quand il y en a un qui a le moral dans les chaussettes, hop, on se soutient. Oui, exactement, on se soutient, on fait attention à... Parce que quand tu es entrepreneur aussi, c'est dur de lâcher. C'est dur de lâcher son téléphone, c'est dur de complètement. Pas répondre à un mail. On a envie de faire que ça, de parler de que ça. On pourrait toute faire sa vie, c'est que ça, et c'est les week-ends, et ça peut être le soir, et c'est pendant les vacances, et si t'as le malheur de bosser avec ton meilleur pote, tu pars aussi en vacances avec. Le rêve, tu veux dire. Voilà, c'est ça, voilà. Le rêve, et à la fois, en même temps, c'est aussi le pire cauchemar, parce que tu coupes jamais. Et donc, on se force vraiment à non, là, toi, tu pars une semaine, t'inquiète pas, personne ne va te contacter, je prends vraiment tout sur mes épaules, et réciproquement. Pour préserver les vies personnelles aussi, c'est hyper important. Donc, on fait hyper attention. Moi, donc, comme je l'ai dit, je suis maman solo. Et quasiment tous les jours, entre 16h30 et 17h30, grand max, mon fils il rentre à la maison avec sa maman. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est parce que mon associé a vraiment cette conscience-là. Et je n'aurais pas cette possibilité-là et cette liberté-là si j'avais un CDI.
Ah bah, complètement. Je peux en témoigner complètement. Avant, j'étais en CDI, c'était très, très galère. Enfin, surtout à Paris, tu vois. Oui. CDI Paris, crèche en région parisienne, machin. Franchement, c'est là où j'ai fait mon burn-out, etc. Quoi, l'enfer. Et du coup, aujourd'hui, c'est pareil. Tu vois, on va toujours récupérer Léo à 16h30. Enfin, c'est magnifique. Même si, bien sûr, j'adore bosser. Je pourrais faire que ça, tu vois. Enfin, j'adore. On adore bosser sur nos projets. Enfin, et tant mieux. C'est ça on a la flamme et c'est cool. Mais ouais, il y a un petit bout et c'est génial de pouvoir passer des moments de qualité avec, quoi. C'est trop important. Oui, c'est vraiment hyper important. Puis son corps, enfin, je sais pas comment ça se passe toi avec ton fils, mais moi, le mien, c'est un membre de l'équipe Yume. Vraiment, ah ouais, à 100%, il tient des stands avec nous. Ah non. Ah mais si, c'est hyper attends, mignon. Tu m'as dit qu'il avait 4 ans. Il a 4 ans, ouais. Mais il a est fait hyper l'armada avec nous, il a fait plein de choses. Parfois, il me reprend. Quand je lui dis non, on distribue plutôt les goodies aux filles, il me dit non, maman, Yume, c'est pour l'égalité. Donc, c'est pour les filles et les garçons. Mais attends, il est hyper intelligent. Bah, il est dedans, en fait. Il est né dedans. Oh, c'est le bébé Yume, quoi. C'est les deux sont nés en même temps. J'ai eu vraiment, j'ai créé la première version de l'application et mon fils se développait en même temps dans mon ventre. Donc, tout pareil que toi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est corrélé l'un à l'autre et ouais. Il y a vraiment un gros lien et c'est un vrai membre de l'équipe. Hein. Les bureaux sont dans mon appartement aujourd'hui à Paris. Donc, quand ils rentrent manger le midi ou le soir, etc., ils sont encore là. Ouais. Et en fait, c'est chouette. Ah non, mais c'est chouette. Mais c'est super. Et lui, il a hâte, il me dit de temps en temps, je suis tellement hâte d'être grand pour moi aussi, m'amuser au travail, maman. Et je me dis, mais c'est génial. Il a cette vision-là du monde et du travail. Vraiment. Non, mais c'est trop bien. Oui. Et c'est trop génial. Tu me donnes trop des idées là. Mais oui, mais c'est hyper chouette en fait. Souvent, on a tendance à se dire, il faut pas que je mélange ma vie privée avec ma vie perso, il faut préserver les enfants, etc. Mais est-ce que tu t'amuses dans ton travail ? Grave. Est-ce que tu es heureuse dans ton travail ? Non, mais plus que jamais. Et en fait, est-ce que parents, c'est pas leur montrer le bonheur ? Ouais, complètement, t'as raison. Et le bonheur dans les projets aussi, quoi, dans le travail. Exactement, c'est hyper important. Et pourtant, tu vois, moi, dans mon boulot, je touche des sujets qui sont sensibles et parfois, il le voit, que c'est compliqué émotionnellement, etc. Mais je lui explique et il me dit, ouais, mais souviens-toi, maman, on sauve des gens. Et je me dis, oh my goodness, mignon, il faut absolument que j'explique à mon fils ce que je fais. Mais oui, c'est hyper important. De ne pas séparer à ce moment-là et de temps en temps aussi de savoir leur dire non, là, c'est que nous, il n'y a pas le travail. Oh, comme ils kiffent, moi. Ah non, mais bien sûr. J'adore ça, en fait. Bien sûr. Vraiment, c'est trop important. Ouais, c'est trop important. Ils sont trop fiers qu'on s'occupe d'eux et qu'on soit concentrés dans leur jeu, leur truc. Complètement. Mais c'est trop intéressant ce que tu dis. Mais du coup, comment tu fais ? C'est-à-dire que moi, mon job aujourd'hui, c'est beaucoup de virtuel, tu vois. Oui. Sauf quand je suis à Paris, sauf quand j'ai mes semaines à Paris où là il se passe plein de choses, mais je vis pas à Paris, tu vois, donc j'ai moins, je pense, de rendez-vous, d'événements, de trucs que toi. Comment tu fais quand même, tu vois, pour impliquer ton fils quand ton job c'est beaucoup de trucs virtuels, quoi ? Bah, je pense que déjà tous mes partenaires connaissent Maël, donc mon fils s'appelle Maël, ils le connaissent parce qu'il apparaît dans les visios et en fait on a vraiment pris cette politique-là dans la start-up que c'est ok. Ouais, grave. C'est ok et le Covid a permis ça. Tout à fait. Donc, on a sauté. Enfin, moi, j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai tout fait avec lui. Parce que je me souviens de rendez-vous, on avait des rendez-vous avec la présidente de la métropole Aix-Marseille à l'époque, quand tout était présent là-bas. Et j'avais Maël qui avait 2-3 mois, je l'allaitais, donc il était avec moi dans l'écharpe. Enfin, j'ai tout fait avec lui, tout. Des soirées où je suis allée, parce qu'il fallait que j'aille serrer les mains. Et c'était le tout début, il fallait pas rater ces moments-là. Donc, il a tout le temps été là et j'ai pas mis de limite, en fait. Tu sais, je me suis dit... du coup, par mon passé, par le yoga, j'ai passé du temps en Inde et c'était hyper chouette et ça m'a vraiment inspirée parce qu'elles savent tout faire avec leur bébé. Et je me suis dit, si elles y arrivent, il n'y a aucune raison que nous, on n'y arrive pas. T'imagines pas le nombre de nanas que tu vas inspirer quand elles vont écouter tes paroles. Ben, j'espère, mais il faut savoir se préserver aussi. Je suis aussi capable de faire tout ça parce que j'ai ma mère en backup souvent. Trop bien. Qui est là et parce que je pars quand même souvent à droite à gauche et je fais quand même des week-ends avec mes amis sans mon fils. Je fais aussi des moments sans, c'est hyper important. Mais on peut tout faire. Cette force, enfin, techniquement parlant, si tu es capable de créer un être humain dans ton ventre et à le sortir de ton corps et être encore vivante derrière, tu peux tout faire avec. Complètement. On est des superwoman. Enfin, on crée la vie. Bien sûr. Donc, c'est un truc de dingue. Et moi, ça a été un vrai déclic. Et d'ailleurs, ça a tout changé. À la fois, quand mon fils est arrivé dans ma vie, je me suis dit, je peux plus faire du bénévolat comme avant, et je peux pas casser les prix, etc. Il faut que j'arrive à poser les choses. Et en même temps, il y a une force aussi qui est née en moi. C'est d'un coup, si je suis capable de mettre un enfant au monde, je suis capable de tout. De tout. Vraiment. Et je pense que les femmes, on vit quand même dans une société qui
ne nous est pas favorable encore aujourd'hui, malheureusement. Et on est toujours là. Et on arrive toujours à mettre des enfants au monde et on arrive toujours à s'entraider. Il y a une vraie sororité aussi qui existe. Il y a une vraie force. Dingue. Ouais, de dingue. Surtout en fait. dans cette sphère entrepreneuriale, c'est fou, quoi. Vraiment. Oui. Mais c'est génial, Vraiment. Ça nous porte, on en parlait encore ce matin, ça, tu vois, c'est une espèce de force, on se porte, on se tire toutes vers le haut, c'est cool. Je trouve qu'il n'y a pas trop de rétention d'informations, on se passe les contacts, tu vois, encore toutes les deux tout à l'heure, bah tiens, tu sais pas comment faire ça, mais pas de problème, tiens, je vais t'envoyer le truc. Mais j'adore, je trouve ça génial. Et oui, complètement. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des reportages quand on a des lancements dans certaines villes. On a toujours le groupe France 3, etc. Et souvent, j'ai Maëlle avec moi parce que ça va être après les heures de sortie d'école ou les week-ends ou un petit peu en soirée. Et c'est vrai qu'ils s'amusent tous, tu vois, à lui passer le micro, à lui faire un petit rush pour lui, etc. Et en fait, c'est hyper mignon. Et les gens jouent le jeu. Et le nombre de nanas qui sont venus me voir en me disant « Mais ça me rappelle quand moi j'avais mon fils ou quand j'avais ma fille et comme j'ai galéré, comme j'aurais tellement aimé pouvoir le faire en fait. » Et c'est important de pouvoir le faire. C'est trop bien. C'est pas gênant les enfants. C'est pas des gros mots en fait. Non mais vraiment, carrément, c'est mais nous, oui. en fait c'est la perception des choses, de la vie qu'on a, où on se complique la vie en fait, on se complique la vie de fou. Mais là vraiment, tu vois, je viens de prendre conscience d'un truc de dingue. Surtout que j'ai offert, donc moi ça s'appelle les locomotives comme tu le sais, j'ai offert une petite locomotive à mon fils. Et souvent je lui dis, tu sais comment elle s'appelle l'entreprise de maman, les locomotives, mais rien que quand il dit ça dans sa bouche, je suis trop heureuse. Et tu sais que j'ai un espèce de fantasme, rêve profond, que déjà que mon entreprise perdure, et j'adorerais qu'un jour mon fils reprenne la boîte, parce que en plus c'est un truc woman empowerment, etc. Putain, si j'arrive, et c'est un truc dont tu as parlé d'ailleurs dans un de tes posts LinkedIn, si j'arrive à éduquer mon fils en lui donnant ces valeurs-là autour de la femme, etc., le respect de la femme, et qui reprend, tu vois, une société comme ça, où justement, on met en lumière des femmes, on aide les femmes à prendre conscience, à trouver leur voie, à prendre confiance, pardon. Tu vois ? Oui. Ça serait un espèce de rêve absolu, quoi. Ah bah, je te comprends, j'ai le même. C'est vrai ? J'ai vraiment je veux qu'il se réalise et qu'il soit heureux, mais si vraiment mais s'il veut bien reprendre ma boîte. S'il a envie de bosser avec nous, c'est vrai que quand il me dit j'ai hâte d'être grand pour travailler avec vous et m'amuser au travail, je me dis mais waouh, tout est gagné quoi. Et quand il en parle au travail, tu vois, les trucs tout bêtes là va arriver le 25 novembre, donc c'est la grande journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. Donc nous c'est la grande période de rush et c'est la grande période de commande de goodies. Et donc les goodies arrivent chez moi puisque les bureaux sont chez moi. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai mon fils petit garçon. Mais il s'éclate et il arrive à l'école, il débarque avec ses pins, etc. Oh regardez, c'est Yume, c'est le travail de ma maman, etc. C'est pour lui ça fait partie de sa vie quoi. C'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est beau. À chaque fois, j'ai le cœur mais qui explose, qui fond en même temps. Il y a tellement d'émotions qui se passent. Trop intéressant. Tu parlais de ton séjour en Inde tout à l'heure. Oui. Pourquoi tu es allée en Inde et est-ce que du coup tu y allais plusieurs fois dans le cadre de ton travail ? Alors oui, j'y suis allée plusieurs fois. J'y suis allée la première fois parce que j'avais envie de voir d'où venait le yoga et quel était ce pays. C'était clairement pas une de mes destinations de rêve. Et donc, j'ai embarqué 3 amis avec moi et on est parti en road trip. On a vraiment traversé pendant plusieurs semaines une grande partie de l'Inde. Et sur ce chemin-là, on a croisé des Indiens avec qui on est devenus amis, dont notamment Pratibha, qui ne regardera probablement pas l'émission, mais à qui je pense fortement, puisque c'est une super Wonder Woman. Et elle, ça a été un gros coup de cœur amical parce qu'elle est chirurgienne pédiatrique pour enfants spécialisés en robotique, vraiment la pointe de la pointe. D'accord. Mais dans un pays où les femmes, avoir ce poste-là, c'est compliqué. Elle est vite reléguée à la place d'infirmière, etc. Et donc forcément, ça a vraiment matché quand on s'est rencontrés. Et donc, j'ai eu envie d'y retourner plusieurs fois. Et puis, par son biais à elle et l'accueil de sa famille, j'ai pu bénéficier d'une culture indienne, aller au temple, participer vraiment au chant comme eux, tout ce qui est aussi autour du monde du yoga, puisque moi j'y allais vraiment pour ça. Et c'était la base de mon premier voyage. Puis ça a été devenu, c'est vraiment un pays, pour moi c'est presque la maison, l'Inde aujourd'hui. C'est un pays que j'aime énormément, qui est à la fois... Je sais qui contacter le jour où je serai prête à aller en Inde. Oui, alors avec grand plaisir. Ça a été une vraie transformation. Souvent, on dit, quand on part en Inde, on peut avoir un gros craquage mental qui est de brûler son passeport. Ah, vraiment. What ? Ouais. Pourquoi ? Parce que t'es tellement dans un pays qui est what the fuck en permanence que tu
tu perds tout, en fait, un peu notion de tout. Tu n'as plus envie de rentrer chez toi. Ah oui, d'accord. Tu n'as plus envie de rentrer chez toi. Et pourtant, c'est pas paradisiaque. Hein. Ouais. C'est pas les cocotiers comme on l'imagine, etc. Non, l'Inde, c'est à la fois la pomme pourrie et le paradis en même temps. T'as un gros tas d'ordures et t'as une énorme montagne de fleurs avec des odeurs, mais enivrantes. Les deux se cohabitent ensemble et c'est pas masqué, c'est pas caché. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai trouvé agréable et j'ai trouvé aussi assez dingue. Par exemple, j'ai vendu des muffins à la banane en Inde. Ok. Et j'ai gagné de l'argent trop vraiment drôle. avec ça, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes recettes que nous de gâteaux. En fait, ils n'ont pas les gâteaux, la pâtisserie, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Ils la font vraiment différemment. Et ça a vraiment bien marché. Et j'ai commencé à me retrouver à vendre des muffins à la banane dans les bureaux Amazon de Bangalore. Improbable. Ouais, Et t'as vécu drôle. là-bas alors? Non, j'y ai passé plusieurs voyages et plusieurs semaines à chaque fois. Et en fait, j'allais chez ma fameuse amie et il y avait son frère, enfin bref, qui lui bossait pour Amazon. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des muffins parce qu'il les a embarqués un jour et tout le monde les a mangés. Il m'a dit, tu veux pas en faire comme ça, tu gagnes un peu de sous, etc. Et on s'est dit, allez, on tente. Why not? Ouais, why not? Ouais, et ça a marché. J'ai fait des selfies aussi avec des Indiens. Parce que j'étais une vraie backpackeuse et en fait là-bas il y a un réel engouement de prendre des photos avec les Western people comme ils nous appellent, et on s'est dit mais pareil, c'est parti d'une soirée, on s'est dit arrête, tu crois vraiment qu'on pourrait faire payer ça? Bah ouais Non, mais si, quoi? et c'est incroyable. Et en fait c'est un peu, tu vois, comme l'Inde, j'ai un appétit pour l'Inde parce que c'est un peu comme le mythe qu'il y a eu ou à une époque ça a été vrai sur les États-Unis. Tout est possible mais oui, mais absolument. Voilà. Absolument. Aux États-Unis, tu peux créer un business avec tout et n'importe quoi. On parle tout le temps. Exactement. Ouais, non, mais ouais, exactement. Et ben, en fait, en Inde, c'est comme ça. Dingue. T'as une idée. Tu peux une idée, transforme-le, monétise-le. Exactement, tu peux le monétiser et tu peux tenter, etc. Et c'est possible de casser les codes, en fait. Et ça, c'est agréable. Dingue. Ouais. Tu me donnes vraiment une autre vision de l'Inde, en fait. Tu t'ajoutes quelque chose en plus. Moi, c'est vraiment c'est la partie. Il y a évidemment toute la partie culturelle qui est intense. Et j'accepte aujourd'hui que je ne comprendrai jamais l'Inde et toute son histoire. Je l'accepte réellement. Mais ce truc-là, sur le tout est possible, c'est génial. Complètement. C'est génial. C'est vachement bien, en fait. Oui, puis surtout pour les entrepreneurs, on a besoin un petit peu de ce truc-là, quoi, d'imaginer que tout est possible, qu'on est capable de tout. Je pense que c'est important d'être habité par ça, quoi. Ouais. Et oui, parce qu'en France, on a quand même beaucoup de barrières et c'est compliqué. Ouais. Je pense que je me suis pris 10 000 noms à peu près. Oui, je pense. Oui. Ah oui. Par rapport à ton appli? Par rapport à mon appli. Quel type de nom? Des noms de collaboration pour travailler avec nous. Nous, on a un business model qui fonctionne avec des partenariats qu'on fait avec les collectivités, donc avec les villes, les départements, avec les entreprises aussi. Okay. Notamment aujourd'hui, on bosse avec la SNCF, avec la RATP. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ça fait 4 ans qu'on existe et j'ai envoyé des mails. Avant d'avoir une équipe, j'ai moi envoyé des mails. J'ai fait partir 700 mails. Je me souviens, j'ai drafté en fait tout un fichier Excel avec toutes les villes de France de plus de 30 000 habitants. Et j'ai cherché les élus qui correspondaient aux droits des femmes, au pôle égalité, tranquillité publique. Incroyable. Et je les ai tous listés. Et j'ai envoyé des mails. Et je me suis pris énormément. T'es trop forte. Ce que j'ai jamais fait. Tu sais, moi, j'ai jamais fait ça. Non. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Ton podcast, trouve des sponsors, des machins. Tu vois, on peut tous. Non, mais je devrais le faire. Ouais. Tu vois? Alors, tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai toujours une chance. Parfois, on dit qu'il faut que les bonnes planètes sont alignées. Et moi, ça fait vraiment partie de mon état d'esprit aussi. Quand ça doit marcher, ça marche. Tout à fait. Et en fait, moi, l'histoire, le point de départ de l'application, c'est que c'est le soir de mon anniversaire. On est en 2018, le 10 novembre 2018. Je bois un verre avec ma coloc et on rentre et sur le chemin, en fait, on se fait embêter. Vraiment, on se fait harceler. C'est la fameuse histoire. En fait, exactement. Je sors du boulot, etc. Tu vois. Et donc, je suis victime de harcèlement. Je demande de l'aide à un vigile. Enfin, on est à deux. On demande de l'aide à un vigile. Et le vigile nous dit, non, mais moi, si vous rentrez pas pour consommer, j'en ai rien à faire de ce qui vous arrive. Ce qui se passe dans la rue, je m'en lave les mains, ça reste dans la rue. Ok. C'est quand même la merde, quoi. Tu demandes de l'aide et on te refuse de l'aide. On arrive à rentrer saine et sauve chez nous. Et le lendemain, en fait, je lui envoie un message en lui disant tu te rends compte de ce qui s'est passé hier et tout, c'est pas normal. Ça me trotte vraiment dans la tête.
il n'y a pas moyen de créer une appli ou de faire quelque chose où on pourrait référencer tous les commerces de nos villes qui, eux, sont prêts à nous venir en aide. Ouais. Et c'est de là qu'est née l'idée. Et là, elle me dit, mais carrément, et tout, truc de dingue, t'as raison, il faut qu'on fasse ça. Donc, elle se saisit aussi du truc. Son énergie a été hyper importante au départ. Et en fait, comme on habitait ensemble, on ne pensait qu'à ça. Et on se chauffe. Il est 7h du matin. À l'époque, j'ai fumé. On a dû fumer 47 paquets de clopes dans la nuit, mais vraiment. Et on était là, ouais, t'as raison et tout. Non, mais c'est un truc de ouf. Dans un appartement aixois où clairement, on avait des problèmes de toiture. Il pleuvait dans la cuisine, etc. Enfin, c'était vraiment le truc incroyable. Et en fait, on se chauffe. Il est 7h du mat et on se dit, viens. On regarde si la mère d'Aix-en-Provence, elle n'a pas un messenger. Et ben, elle en avait un. On lui envoie un message. Et là, en fait, on s'avance. On dit, ouais, nous, ça y est, on a développé une application mobile qui fait ça, etc. L'application, elle est aixoise. Il faut nous suivre. On a besoin de mettre un partenariat avec vous. On vous le propose. Vous serez la première ville de France. Bien. Et dans les 2 heures qui suivent, on reçoit un coup de fil de la mairie d'Aix-en-Provence. Mais what ? Non, mais c'est un truc de dingue qui nous dit... C'est de là, t'as su que ça devait se faire, en fait. Là, j'ai su que ça devait se faire. Et là, vraiment, on se dit, OK, bah maintenant, il faut qu'on prépare tout parce qu'on a quand même prétendu avoir une application mobile. Il n'y en a aucune de nous deux. Mais non, on ne sait pas coder, rien du tout. À ce moment-là, on ne sait rien faire. Et alors, justement, comment... Alors, attends. Avant, absolument, il faut que je rebondisse sur un truc parce que j'allais oublier, je l'ai calé dans un casier de ma tête. Tu as dit un truc très important. Tu as dit que tu collaborais avec la SNCF. Sache que c'est mon dream absolu. Les locomotives, le train, la SNCF. Bah oui. Voilà. Donc, bref, il fallait que je rebondisse là-dessus. Je le place comme ça, on ne sait jamais si un jour je le garde dans ma tête. Tu vois. Bah oui. Non, voilà. Oui. Donc, très intéressant. Deuxième point, créer une application, ça coûte énormément d'argent. Oui. Comment t'as fait ? Je ne sais pas au départ que ça coûte énormément d'argent. Non, je ne sais pas du tout. Et en fait, on commence à regarder. Je me souviens, on tape dans Google combien coûte le développement d'une application. Et là, Google nous sort une fourchette qui va de 1 000 € à 150 000 €. On se dit, waouh, absolument. Mais il a trop raison, Google. Mais en fait, il a exactement raison. Et je pense qu'on a largement dépassé les 150 000 € aujourd'hui, en fait. Mais sur le coup, on ne savait pas. Et on a pris nos économies. Il vaut mieux pas savoir des fois. Carrément, en fait. Et nous, on a mis une annonce sur Instagram. C'est-à-dire, tu cherchais un codeur. Un codeur. Et en fait, on a un codeur full stack. Ouais, exactement. Full stack. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, qui code les deux. C'est ça. Et on a eu une personne qui nous a répondu, qui est toujours notre développeur aujourd'hui. Ouais. C'est toujours avec Julien. Et ouais. Exactement. Et au début, est-ce qu'on peut parler d'investissement financier ? T'es OK avec ça ? Oui, donc, complètement. Combien est-ce que vous avez mis de votre poche au début pour lancer le projet ? Ouais, alors Caro avait pas d'économie, donc moi j'ai mis 3 000 € de ma poche et ma mère a mis 1 000 € et ma meilleure amie a mis 1 000 €. Donc ça a été tout de suite. Et tout le monde y a cru en fait. Non mais c'est trop beau. Tout le monde y a cru. Je me souviens vraiment, mais on était dans un état d'euphorie énergétiquement en fait. Ça prenait le dessus. En plus, il faut savoir que moi à l'époque j'avais pas de vrai smartphone. Donc, la tech, je n'y connais absolument rien. J'ai mon centre de bien-être, je donne mes cours de yoga, je suis les personnes en massage, je crée mes programmes pour vraiment se reconnecter au corps et pour de nouveau aller ancrer les gens dans leur corps parce que souvent, une victime, je fais une petite sortie de route pour répondre à ta question. Okay. Souvent, une victime, elle sort de son corps. Après un choc, elle va prendre une distance dans son corps et en fait, elle va renier son enveloppe corporelle quelque part en se disant que c'est parce qu'elle pense que c'est la faute de son corps si elle a vécu ça, si elle a été victime d'un viol ou de violence, principalement de violences répétées. Et donc moi, mon travail, c'était vraiment de les aider à s'ancrer dans leur corps et d'apprendre à l'aimer, ce corps, parce que lui, il n'est pas responsable en fait. Le seul responsable, c'est l'agresseur. Donc voilà, j'avais vraiment tout qui tournait autour de ça et j'étais passionnée que par ça. Pour moi, c'était ma mission de vie et c'était ça ce que je devais faire. Donc la tech n'a rien à voir, je ne sais même pas envoyer un mail, quoi. J'ai pas Instagram, pour de vrai, à l'époque. J'ai Facebook, puisque je contacte la maire d'Aix-en-Provence sur Facebook, sur Messenger. Moi, c'est le truc de dingue. Tu l'as contacté sur Facebook Messenger. Ouais, sur Facebook, sur Messenger. Non, mais trop drôle, vrai Messenger, quoi, vraiment, Facebook, à l'ancienne. C'est trop bien. Le message complètement à l'arrache. Et en fait, pour mon anniversaire, mes copines m'ont offert un bon chez une voyante. Et je vais voir la voyante ce fameux 10 novembre. Et non, mais tout s'est enchaîné comme ça. Et Nathalie, la voyante, et elle me sort un truc. Moi, je me souviens que après, on faisait des jeux de mots, parce que je disais, c'est pas possible. Nathalie, elle m'a dit donc elle me sort les cartes, etc. Et puis, elle me dit,
c'est incroyable, je vois que vous allez porter la voix des femmes. Moi, je suis pas du tout speaker. Tu l'avais rien dit du tout? Non, rien du tout. Mais non, mais en plus, l'application n'existe pas à ce moment-là. J'ai pas encore eu le coup de harcèlement. Donc, dans ma tête, ça n'existe pas. Trop bizarre. Donc, elle me dit que je vais être importante et que je vais représenter les femmes, que je vais être Ça donne connue. des frissons. Je me dis, mais c'est incroyable. Et que ça a un lien avec l'informatique et que je vais vraiment faire quelque chose dans la tech. Et là, donc, moi, je sors de ce rendez-vous. Toutes mes copines, alors, la voyante, etc., machin truc. C'est bon, tu vas rencontrer un mec. C'était un peu, à la base, mon truc de départ. Hein. Clairement, elle ne me l'a pas annoncé. Il n'est pas arrivé encore aujourd'hui. Donc, vraiment, truc de dingue. Et moi, je faisais le jeu de mots en disant non, mais c'est pas possible, Natalouse, qu'est-ce qu'elle me sort, un truc dans la tech, etc. C'est impossible. Tu me donneras ses coordonnées? Ouais, je te donnerai ses coordonnées. Non, mais en fait, j'ai pas osé la revoir après. Ouais, je comprends. Parce que j'ai trop peur. Ouais, je comprends. J'ai trop peur. C'est bluffant. Truc, ouais, c'est bluffant. Et le soir, il se passe ça. Et le lendemain, on commence à faire les premières maquettes de l'application. On la pense, etc., à quoi elle peut servir, comment ça peut fonctionner et tout ça. On envoie le message à la maire d'Aix-en-Provence. Elle nous convoque pour un rendez-vous avec les bons élus et bons conseillers pour mettre le projet en place. Et là, en fait, Aix-en-Provence nous dit, nous, on a un budget qu'on peut mettre de 25 000 €. Autant te dire, là, on s'est dit, possible. On peut se faire une top limite, c'est une blague, quoi. C'est une blague. Mais par contre, en fait, la ville d'Aix est... Au départ, on ne savait pas, est-ce qu'on s'enregistre en entreprise? Est-ce qu'on devient plutôt une association? Puisqu'on était quand même sur quelque chose qui frôle vraiment avec l'associatif. Et en fait, la ville d'Aix, elle est Smart City. Et donc, ils ont des enjeux sur les entrepreneurs, etc., pour sécuriser la ville de demain et créer la Smart City. Donc, eux, ils nous ont clairement dit, ça serait chouette que vous soyez une entreprise et une start-up. Et c'est comme ça que tout est né, en fait. Donc, j'ai pas galéré au départ, moi. C'est dingue. Tout s'est enchaîné. Et tu vois, comme quoi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que déjà, moi, j'adore recevoir des invités qui n'ont pas un parcours standard, tu vois, et qui sont entrepreneuses aujourd'hui. J'adore. Et j'adore aussi, au début, tu vois, n'importe qui va dire, non, mais attends, monter une application, c'est mort, j'ai absolument pas l'argent, etc. Bam, ça te freine, tu fais rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, tu montres quand même un exemple qu'il peut se passer plein de choses de plein de manières différentes, en fait. Il y a plein de solutions. Complètement. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et moi, j'ai une manière de voir les choses qui est dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je suis comme toi. Et voilà. Et donc, tant que tu n'as pas essayé toutes les solutions. Complètement. C'est juste ça le truc, tu Complètement. vois. Je me suis pris ces milliers de noms. Absolument. De clients qui ne voulaient pas. Mais on se prendra toujours des noms. En fait, je me prendrais toujours des noms. Mais je ne me suis pas dit, ça ne va jamais marcher. J'ai eu peur, évidemment, parce qu'il y a les questions financières, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit, ça ne va pas marcher. Je me suis remise en question et je me suis dit, de quoi ils ont besoin? Si je veux vraiment réussir à développer ce marché-là, de quoi ils ont besoin? Ok, moi, j'ai mon appli, mais si ça ne marche pas, si je me prends plein de noms, qu'est-ce qui va pouvoir, en fait, faire levier? Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux besoins de mes clients. Et ça, c'était un truc que je ne connaissais pas. Et ça, c'est parce que François, mon associé, est arrivé. Et lui a apporté ce regard-là, en fait. Vraiment. Big up à François. Ouais, big up à François. ouais. Franchement, big up à François. Hein. Il a un backup école de commerce? Ouais. Lui, il a un backup école de commerce. Oui, non, mais clairement, oui. Mais il sort de Sciences Po. Oui, mais merde. Il a été consultant. Mais oui, mais si, parce que vraiment, il a un bon backup. Mais il n'a jamais été entrepreneur. Oui, bien sûr. Non, mais ça aide. Mais ça aide. Bien sûr. Et oui, c'était mon coach. Oui, mais c'est pas forcément s'associer avec une personne qui a ce backup-là. Mais c'est en tout cas savoir s'entourer de personnes qui peuvent l'avoir. Absolument. Si nous, on l'a pas, et c'est de trouver quelqu'un de complémentaire. Oui. En fait, moi, mon innocence a fait que le moteur était lancé. Ouf. C'est vraiment ça ce qui s'est passé. Tu es la locomotive. Oui, je suis la locomotive. Non mais ouais, exactement. Moi j'ai fait tchou-tchou comme ça, avec un grand sourire et j'allais dans le mur en fait quand même, tu vois. Et lui il est arrivé, il a fait hop, ok, il a mis les bons rails. Ouais, voilà, exactement. Mais oui, c'est exactement ça. C'est ça ce qui s'est passé. Et ça fonctionne toujours un peu comme ça entre nous. Trop bien. Oui, parfois ça m'arrive de sortir d'un rendez-vous avec des potentiels clients et de lui dire c'est bon. Bon, par contre, il faut qu'on crée tout ça. Hein, mais et voilà. Et lui, il va vraiment, il ne panique pas. Il me dit, ok, mais c'est super, c'est génial. Et clac, 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 on voit comment on peut poser les pierres ensemble et comment on peut répondre à une demande sans dénaturer le cœur de métier qui est vraiment l'appli et réussir à sécuriser les personnes. Tout à fait. Donc en fait, si tu veux, nous, on s'est rendu compte que les villes, elles avaient un vrai besoin. Maintenant, c'est récent, qu'il y ait les pôles égalité qui existent. Mais qu'est-ce que je mets dans ce pôle-là? Qu'est-ce que je vais... les élus, les conseillers, conseillères, etc., qui travaillent là-dedans, qu'est-ce qu'ils doivent construire? Ils partent de rien, en fait. Complètement. Donc, nous, on va construire des programmes avec les villes.
C'est-à-dire que, OK, on va déployer l'application dans la ville, mais on va pas faire que ça. On va former les gens, on va former les policiers municipaux. On s'est rendu compte que la police va être principalement formée à arrêter l'auteur des faits, donc l'agresseur, mais ils ne sont pas du tout formés, enfin, pas du tout, ils sont formés, mais ils sont pas encore assez formés à l'accueil de victimes. Comment je fais avec la victime, comment je me comporte, quelle est moi, ce que je leur apprends, c'est la communication bienveillante. Je leur apprends à dire à une victime, je suis là pour vous écouter, vous avez raison de venir me voir, je comprends ce que vous ressentez. Les bases, quoi. Les bases. C'est les bases. Hein. C'est quand même malheureux que les gens doivent se former pour ça. Tu vois, tu te dis, c'est dingue, quoi. Oui, et en même temps, je me dis que si au niveau de l'éducation, on communiquait que comme ça, même dans nos écoles, il y aurait beaucoup moins d'agresseurs, en fait. Absolument. Ils n'auraient même plus besoin d'être formés. Ça serait la base. Complètement. J'imagine que tu éduques aussi ton enfant dans la bienveillance. Et complètement. Voilà, moi aussi. Et c'est des choses, je me rends bien compte que c'est pas le cas dans tous les foyers et surtout que c'est pas le cas à l'école. C'est dingue. Et ça me... Et oui, ça ne fonctionne pas. Ah là là. Ça ne fonctionne pas. La société, comme on l'a construite aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas puisque toi qui as fait ton burn-out, qui du coup t'es reconstruite de tout ça. Donc t'es allée au cœur de toi, on traverse... je te comprends, puisque moi, c'est pas un burn-out, mais j'ai traversé mes enfers à moi pour réussir à aller bien. Et apprendre à s'aimer, c'est quelque chose qui arrive tard dans nos vies. Mais surtout apprendre à se connaître, tu vois. Et oui, mais ça va avec. Ouais. Et oui. Mais complètement. Apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer, absolument. Exactement. Et ne pas avoir honte d'être toi, avec tes défauts, tes qualités. Et oui. Ouais, complètement. Et c'est vrai que je suis d'accord. Et c'est un truc où j'ai déjà passé des coups de gueule là-dessus, où je comprends pas pourquoi ça bouge pas, tu vois, au niveau de l'éducation nationale. Je dis toujours ça, mais pourquoi tu mets pas du dev perso, en fait, des cours de dev perso dès le plus jeune âge. Enfin, du coup, moi, c'est moi qui le fais à mon fils, tu vois, qui lui inculque ces choses-là. Mais tu vois, enfin, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se réveiller à un moment donné ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on met pas ça au cœur de l'éducation ? Que ça devrait être au cœur de notre société. Ouais. Et oui. Mais c'est quoi les blocages, du coup ? Je comprends pas. C'est une résistance. C'est une vraie résistance. Hein. Ça ne peut que être une résistance. C'est simple quand même à mettre en place. Quand nous, on a... non, c'est pas... Enfin oui, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est simple. Ah mais oui, c'est vraiment simple. Et puis tout va mieux. Tout va vraiment mieux. Moi, je ne rencontre pas de gros problèmes avec mon enfant. Il y a des périodes où oui, il peut péter un câble, il peut être capricieux, etc. Mais il est dans la compréhension, puisqu'on a toujours été dans le dialogue et dans le dialogue bienveillant. Il est écouté, il est entendu, il ne se sent pas en danger, en fait, à aucun moment. Ça n'existe pas pour ça dans sa vie. Donc, si on enseignait ça à tout le monde, forcément, on irait vers une société qui irait... Je te rejoins à 1000%. Il n'y a pas longtemps, j'étais il y a 3 semaines, j'étais en Californie avec une amie. Trop bien. Ouais, c'était super. Trop bien. Et, vacances ou boulot ? Et vacances-boulot. C'était vacances-boulot. Et on était à San Francisco. San Francisco, c'est une ville où il y a... Ouais, c'est une ville qui est hyper chouette, mais il faut faire attention parce qu'ils ont le problème de la drogue du zombie. Ah, mon Dieu. Et nous, l'hôtel qu'on book, évidemment, en plein cœur des quartiers qu'il faut éviter. Ouais. Le gros bad trip. Non. Ouais, vraiment gros bad trip. Et on lit l'histoire de San Francisco. Ça n'a rien à voir. Hein. Je saute du coq à l'âne, mais on lit l'histoire de San Francisco. Et en fait, dans le guide, il marque que c'était une société amérindienne qui habitait là. Et quand les colons sont arrivés, ils n'avaient pas... les colons sont arrivés avec des armes et tout ça. Et eux, en fait, ils n'avaient même pas de mots pour dire bagarre et guerre. Ça n'existait pas. C'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de fou. Ah ouais, vraiment. Donc, en fait, on a le choix. On a vraiment le choix. Ça a existé. Ça existe dans certains endroits. On a le choix, on peut le faire. La seule chose, c'est une résistance. Ouais, surtout que, tu vois, moi, il y a un truc où j'ai vraiment pris conscience, c'est pendant le Covid. C'est-à-dire que si on veut nous imposer quelque chose en un temps record, je parle des masques, oui. On a créé une nouvelle habitude dans notre vie en un temps record parce qu'on les a imposés avec la peur, etc. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable d'imposer quelque chose à la société en un temps record et tu vois, d'ajouter quelque chose au système éducatif, etc. Donc, c'est quoi le problème, en fait ? Fais-le, en fait. Enfin, tu vois, vous faites quoi, les gars ?
Pourquoi c'est pas au cœur de vos discussions? Oui. Pourquoi, tu vois, t'as jamais eu l'opportunité de parler justement, je sais pas moi, à l'éducation nationale à propos de ça? Est-ce que c'est ton objectif? Alors c'est quelque chose que j'aimerais réussir à atteindre. J'espère que je vais réussir à l'atteindre. Nous, on a réussi à mettre en place des partenariats avec le ministère de l'Intérieur. On travaille aussi en étroite collaboration avec le ministère des Transports, puisqu'on travaille avec les grands transporteurs. Et au niveau du ministère de l'Éducation, pas en direct. Après, on crée des modules de formation, notamment avec la SNCF Mixité. Oui, de nouveau eux. Oui, et non, mais qui sont très engagés et très investis pour aller faire des interventions dans les scolaires. Et moi, les modules vont toujours être construits avec cette communication bienveillante. Et j'essaye, en fait, avec les collectivités, puisqu'on n'arrive pas à l'avoir en haut de la pyramide. Nous, dans les programmes qu'on met en place aussi, on fait aussi des ateliers avec les scolaires. Donc, on va pouvoir mettre en place des baromètres autour du consentement. On va pouvoir mettre en place énormément de stands et puis discuter avec les jeunes. Et hier, j'étais à Rouen pour un atelier avec des jeunes, en plus, qui sont dans des situations vraiment compliquées, des ados. Et on parle de la jalousie. Vraiment le truc... Ok, donc est-ce que la jalousie, c'est ok, c'est pas ok? Est-ce que c'est toxique, est-ce que c'est pas toxique? Bon, 14 ans, ils sont plutôt dans le c'est ok. Donc pour réussir à leur faire comprendre que c'est pas ok, je passe par le biais de la jalousie. Ça appartient à qui? Qu'est-ce que c'est? C'est une émotion. Elle appartient donc à la personne qui la ressent. Absolument. Et donc si on ressent cette émotion, est-ce que c'est agréable ou désagréable de la ressentir? Oui, non, on en arrive bien tous à la conclusion que non, c'est pas agréable. Mais donc, à quoi c'est dû, cette jalousie? Un manque de confiance. Absolument. Donc, s'il y a un manque de confiance, il y a un manque d'amour. Et la graine va aller se semer comme ça. Donc, nous, on agit énormément là, dans le monde. Là, il y a tellement boulot. de taf. Hier, quand je suis sortie de cet atelier-là, qui était quand même rock'n'roll, parce qu'on part sur quelque chose qui est intense, puis émotionnellement, ça vient forcément... En tout cas, moi, je suis hyper émotive, donc c'est quelque chose qui me chamboule. Et je me souviens d'appeler François et de lui dire alors là, mon coco, on a du boulot jusqu'à la retraite. On est tranquille. Même s'il n'y a pas de retraite, on a du boulot jusqu'à notre mort, quoi. Vraiment. Ou alors, voilà, il faut avoir une plus grosse portée, quoi. Mais moi, j'adorerais pouvoir avoir une plus grosse portée. C'est le rêve absolu, c'est le Graal du Graal. Pouvoir construire la société de demain, c'est une société qui est dans la bienveillance. Et ne serait-ce que pour le problème des agressions, si j'enseigne si tous les enfants apprennent la bienveillance, ils apprennent l'empathie avec. Comment, quand tu as de l'empathie en toi, tu peux aller violer une personne en face de toi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller faire du mal. Donc, ça réduirait réellement la criminalité. Est-ce que tu penses justement que c'est dû qu'à ça? Ou est-ce que... Parce qu'il y a quand même des études qui ont aussi prouvé que tu pourrais avoir des trucs genre dans tes gènes, en fait, tu vois? Est-ce que... Tu vois, moi, je ne m'y connais pas du tout. Oui. Je sais que je ne connais pas. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que les personnes qui sont capables de commettre de telles gravités, c'est un manque d'amour, tu vois, c'est des violences subies aussi, ou est-ce que c'est un truc que tu peux avoir dans tes gènes, quoi? Alors, dans les gènes, je ne sais pas. Moi, j'ai pas étudié ces études-là, pour le coup. Je pense pas. D'instinct, je Tu sais, on parlait du gène du serial killer. Ouais, c'est vrai qu'on parlait du gène du serial killer. C'est vrai. Est-ce que tu as regardé Dexter dernièrement? Dexter, c'est ma série préf au monde quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si ce gène, il existe réellement, ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui, dans la vie de l'enfant, qui a été marquant et qui n'a pas été correctement accompagné. Je me pose vraiment la question et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. En tout cas, pour le cas des violences sexistes et sexuelles, on est quand même sur un grand manque d'éducation. On est sur une culture qui le tolère et qui en fait la promotion. Puisqu'aujourd'hui, on a énormément d'accusations sur différentes personnes qui sont connues. J'ai pas besoin de les citer, je pense qu'on les connaît bien, qui obtiennent des non-lieux et les procédures se retournent contre les victimes qui vont être, elles, accusées. Parce que dans le cinéma, on peut voir
je sais même plus le titre de la dernière comédie française que j'ai regardée et j'ai éteint parce que le mec, je sais plus, il va faire des remarques sur une grosse paire de seins, par exemple, et le fait que ça l'excite. Ouais, mais ça passe à 21h, en fait. C'est lourd. Donc, les gens regardent ça. Donc, c'est vraiment culturellement, la blague sexiste, elle est OK. C'est pas de l'outrage sexiste. Culturellement, c'est drôle, en fait. C'est drôle. On va entendre encore dans beaucoup de séries et beaucoup de films, mais qu'est-ce que t'as ? T'es pas bien parce que t'as tes règles, ou non, mais vous, les meufs, de toute façon, vous nous faites chier, ou c'est des trucs de filles. En fait, on continue au niveau de la culture. Pour moi, il y a vraiment un grand rôle au niveau culturel. Et après, il y a évidemment l'imprégnation, où je pense que c'est des schémas qui peuvent se répéter. Ça, c'est évident. J'ai dans mon entourage des personnes à qui c'est arrivé sur leur enfant de mettre une petite tape, etc., sur la main. Et moi, le petit, je sais plus, il est venu jouer à la maison et il tape mon fils. Donc, moi, je lui dis, bah non. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai les parents qui sont à côté de moi. Moi, je suis pas au courant de ce qui se passe à la maison. Donc, et je lui dis la même phrase que je dis au mien. Personne n'a le droit de te taper. Tu as le droit de taper personne. Et là, le petit, il y a eu une prise de conscience à la fois chez lui et chez les parents aussi. Je leur ai dit, mais c'est impossible, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et en fait, ce sont tous ces petits gestes-là qui sont, on va se dire, oui, mais une petite tape sur la main de temps en temps, etc., ça peut arriver, mais c'est enseigner la violence. Et en fait, il y a un réel, je trouve, dans notre culture encore aujourd'hui, il y a l'enseignement de la violence, de la moquerie, du jugement. La moquerie, ouais. Ouais, la moquerie. On n'a qu'à regarder les émissions, en fait, qui passent à la télé. C'est le grand public. On se moque des personnes. C'est pas drôle de se moquer. On fait énormément de blagues racistes encore. Pareil, c'est pas drôle en fait. Il y a tellement de choses qui sont très drôles. On n'a pas besoin d'aller se moquer des autres pour faire de l'humour en fait. Je pense pas. Et je pense que ouais, il y a vraiment cette culture-là. Et après, pour ce que tu disais sur le gène du serial killer. Ouais, non mais oui, mais parce que c'est pas drôle. J'adore dans ma vie perso, je suis passionnée par les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires fantômes, et c'est ce qu'on peut les mémoires transgénérationnelles. Donc peut-être, donc peut-être que c'est dû à ça aussi. Si on remonte dans l'arbre généalogique, moi ça m'arrive. Moi j'ai un père violent. Et c'est des questions que je me suis posées personnellement aussi, surtout autour de la maternité. Et dans ma fratrie aussi, les questions se sont posées. Et donc, je me suis passionnée par ça à ce moment-là, pour savoir à la fois comment en sortir et essayer de comprendre aussi le parcours de vie de mon père, à qui, moi, je ne parle plus aujourd'hui, mais ça reste quand même ma lignée. Et donc, ma lignée, c'est aussi mon fils. Donc, il peut aussi en hériter. Ah oui, donc, comment parler de tout ça avec mon enfant, puisque moi, ce que je veux, c'est que lui ne porte pas ce poids-là. Et c'est vrai qu'en lisant ces bouquins-là et en faisant les exercices de faire mon arbre généalogique sur la violence, puisque moi, c'est le schéma qui peut être répété, et j'ai commencé à poser des questions. Du côté de ma mère, mon père, j'ai quelques bribes, mais comme je ne suis pas en contact direct avec lui, j'ai pu récupérer les informations que j'avais déjà. Et en fait, en regardant l'arbre généalogique, je me suis rendu compte que des deux côtés, en fait, ma mère était presque programmée à pouvoir être avec un mari violent, quelque part. Mais oui. Pour quelle raison ? Mais parce que elle, dans son arbre généalogique à elle, il y a la violence qui apparaît à plein d'endroits. Ah, waouh. Exactement. Et ma grand-mère, maternelle, qui n'est pas reconnue comme une personne violente, c'est une personne qui peut piquer des crises de colère, qui peut, tu sais, prendre sa chaussure et mettre des coups. Ah oui, d'accord. Il y a eu le martinet, il y a eu tout ça. Donc, c'est de la violence, mais c'est de la violence qu'on dit ancienne, qui est donc tolérable. Toléré. Oui, voilà, exactement. Alors que non, en fait, non. Ouais, donc, quelque part, ça a formaté aussi ces enfants-là à soit devenir les bourreaux, soit devenir les victimes. C'était évident. Et moi, dans ce qui se passe dans ma lignée, c'est que ma mère a dit stop aux violences. Elle nous a sauvés. Et c'est vraiment, c'est un peu perché, du coup, ma vision du truc, mais elle a utilisé l'amour, la voie de l'amour et le chemin de l'amour qu'elle nous a enseigné à ses 3 enfants en disant stop. Et donc, nous, on ne reproduit pas ce schéma-là. Et donc, on ne le transmet pas. Puisqu'on arrive à en parler, et puisqu'on arrive à dire, moi, je sais parfaitement expliquer à mon fils pourquoi il n'y a pas de grand-père, etc. dans sa vie, et qu'est-ce qui s'est passé, et ce qu'a fait mamie, et à quel point l'amour, ça sauve tout, en fait. C'est vraiment Donc, je pense que si on remonte dans les arbres, ça devrait être intéressant à faire, en fait, de pouvoir remonter dans les arbres généalogiques. Mais complètement. Et il y a beaucoup de chercheurs qui bossent là-dessus.
sur les mémoires transgénérationnelles et les fantômes en fait familiaux qu'on peut. Ça, c'est vraiment très intéressant. De toute façon, on le voit bien. Oui. Tu vois, même de mère en fille. Moi, des fois, je suis bluffée de me rendre compte, tu vois, que par exemple, que ma mère a vécu un truc complètement similaire dont je n'étais absolument pas au courant au même âge que moi, tu vois. Exactement. Il y a des trucs qui sont quand même assez dingues et on reproduit des schémas, même sans le vouloir. Tu sais, souvent, on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas que nos parents, d'ailleurs. Et puis, sans le vouloir, tu te retrouves à reproduire des schémas qui sont un peu similaires, tu vois. Et oui, parce qu'ils ne l'ont pas soigné. Donc, toi, tu le reproduis. Complètement. Exactement. Mais en tout cas, je suis très en phase avec ce que tu dis. Tu vois, élever tes enfants dans l'amour et la bienveillance. Moi, j'essaie vraiment d'avancer comme ça au quotidien, d'éduquer mon fils comme ça au quotidien, de cultiver ce truc-là, de cultiver aussi la gratitude. Enfin, il y a plein de choses qui vont ensemble, tu vois. C'est tellement important. Je voulais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de femmes, et c'est aussi l'histoire qui a fait que l'application a vu le jour. Tu parles donc de l'histoire où tu es suivie, c'est ça? Tu te sens suivie dans la rue, et du coup, tu te sens pas en sécurité, tu rentres dans un commerce ou je ne sais où. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. J'ai eu l'impression, en tout cas, d'être suivie. Des fois, bon, tu sais, en tant que femme, on est aussi parano, du coup. En pleine journée, en plus, tu vois. Donc, bref, je ne saurais jamais. J'ai vraiment eu cette sensation d'être suivie. Et tout de suite, j'ai été prise vraiment, mais de panique, forcément. Je rentre dans un tabac, vraiment bouleversée. Tu sais, j'étais dans mon film, quoi. Je sais pas, mais j'étais dans mon film. Et je dis au gars, j'ai l'impression d'être suivie, donc est-ce que je peux rester un peu avec vous, etc. Tu sais ce qu'il me répond? Il me dit, mais qu'est-ce qui vous dit que moi, je suis quelqu'un de bien... Enfin, c'est pas ça, ça va, c'est pas de bienveillant. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes en confiance ici? Un truc comme ça. Mais c'est horrible de dire ça à une personne qui panique. Voilà. Oh là là, je te jure, franchement, j'étais dans ma tête, j'étais là, mais il se fout de ma gueule. Mais tu vas pas répondre ça à ce moment-là parce que t'es déjà pas en sécurité. Mais du coup, je me suis pas sentie en sécurité dans l'endroit où je suis venue chercher de la sécurité. Tu vois? Et oui. Donc, donc je trouve assez important de partager cette histoire-là. Merde, mais quoi. Mais c'est pas normal. Enfin, c'est des commerçants. Tu vois, là, on arrive à la période de Noël. Moi, j'ai un petit plaisir caché, c'est les téléfilms à la con de Noël. Ah, j'adore. Mais j'adore ça. Sur Netflix? Ouais, entre autres sur Netflix, évidemment. Et c'est vrai que c'est souvent américain et ça se passe. Et t'as toujours ce truc du cœur de ville avec tous les commerçants, l'entraide, etc. Tout est beau, tout ça. Mais ouais, mais on en rêve un petit peu, en fait. Et moi, quand je vais demander de l'aide à mon commerçant, j'aimerais bien qu'il soit de mon côté. Et c'est le cœur de notre métier. Hein. Ça, c'est vraiment le travail de l'ombre de Yume. Aujourd'hui, on a 6 000 ou 6 500 commerces qui sont référencés dans l'application. Et en fait, on tourne régulièrement pour vérifier que c'est bien une safe place. On appelle ça des safe places. Et vérifier que les équipes sont toujours bien à jour, qu'elles suivent bien tous les petits modules qu'elles doivent suivre de formation, de sensibilisation, que tous les affichages sont bien là. Et c'est un vrai travail de fond, mais parce que c'est important. C'est hyper important. C'est pas normal. En fait, pourquoi on pourrait pas vivre comme dans un téléfilm de Noël? Je ne comprends pas pourquoi. Puisque les commerçants, c'est le cœur de la cité. Ça coûte quoi de l'entraide, en fait? Ça coûte quoi? Techniquement parlant, ça te coûte quoi d'aider une personne qui rentre dans ton commerce où il y a personne? En plus, il n'y a même pas d'autres clients à ce moment-là. Mais oui, mais bien sûr. Et même s'il y avait d'autres clients, est-ce qu'ils ne comprendraient pas que tu as besoin de 5 minutes avec une personne pour l'aider? En fait, on est humain à humain. On est quand même la même espèce. On s'entraide normalement. On est censé... Mais en plus, les gens adorent aider. Enfin, moi, je me suis rendu compte que les gens adoraient aider. Mais oui. C'est en nous, tu vois. Je pense qu'on aime tous faire des bonnes actions. Ça nous fait plaisir. On sent je pense qu'on en a besoin aussi, tu vois. Les gens aiment aider. Mais oui, mais ça nourrit l'ego, puis ça donne un sens, ça donne une mission. Tout à fait. C'est hyper important. Nous, tous les commerces avec qui on bosse, et même dans nos équipes, on a une dizaine d'étudiants avec qui on travaille, qui tournent justement vers les safe places. Et moi, j'avoue que j'ai fait beaucoup de terrain et que j'en ai un peu marre de faire du terrain. Sûr. Donc, quand je les forme, je leur dis, n'hésitez pas à nous dire si vous en avez un peu marre. Et tous me disent, mais non, mais c'est hyper important. On est hyper heureux, en fait, de pouvoir représenter Yume et de checker les safe places et d'être proche des commerçants et d'animer, en fait, ce réseau-là. Je me dis, mais oui, c'est la mission, en fait, que ça représente qui est importante. Et je pense qu'on a besoin de mission. C'est important d'être doté d'une mission. Déjà, on a une mission, on est sur Terre. Mais complètement. C'est quand même un truc de dingue. Je veux dire, on habite sur une planète qui est canon, qui est au milieu de rien. D'autres planètes qui flottent. On a un gros soleil. C'est insensé quand on pense à ça. C'est insensé. Quand on dézoome, c'est vrai. Moi, ça me passionne. En fait. Et quand je dézoome, et je me dis, mais je suis là, quoi, pétard, je suis là. Ouais.
faut que je serve à quelque chose. Non, mais complètement. Et je suis persuadée, c'est marrant, j'ai eu discussion, j'ai eu cette même discussion avec l'invité qui était juste avant toi, mais je suis persuadée, tu vois, qu'on est tous là parce qu'on a une mission à effectuer, quoi. Mais oui, évidemment, on a un rôle à jouer. Ouais, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Et j'ai l'impression que plus on s'éloigne de ça, moins ça va dans notre société, au final. Mais t'as pas l'impression qu'on s'en rapproche de ça, justement ? Alors, dans mon cercle privé, oui. Mais au niveau, quand je vois les stats sur les agressions qui augmentent, sur l'insécurité qui est de plus en plus présente, j'ai l'impression qu'on s'en éloigne quand même, en masse, en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas où est mon curseur. Honnêtement, je sais pas du tout où est mon curseur de ce côté-là. Est-ce que les agressions augmentent, là ? Les agressions augmentent. Les agressions augmentent et les sondages au niveau des violences faites aux femmes chez les jeunes, c'est vraiment flippant. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je crois, il me semble que c'est entre 26 et 30% des jeunes qui pensent que c'est OK de contrôler la tenue de leur compagne. Ah, ça fait partie des violences ? Ouais. Bah ouais, parce que c'est des violences psychologiques. D'accord. En fait. Non, mais je savais pas du tout. Okay. Ouais, complètement. D'accord. Ça fait partie des violences psychologiques. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est OK, une gifle, c'est OK. Ouais, voilà. Et ouais, mais c'est beaucoup. Quand je dis beaucoup, on n'est pas loin des 30% quand même. Mais pourquoi on en revient là ? Pourquoi ça fait un circuit comme ça ? Il y a toujours cette culture de la violence qui est enseignée. Je pense vraiment, sincèrement, tu verras maintenant qu'on en a parlé, regarde autour de toi et la culture de la violence est enseignée dans les films, dans les séries, partout. Donc il y a vraiment, je pense, notre microcosme à nous, un petit peu où on est dans le développement personnel. Notre algorithme. Ouais, et oui, on est dans notre mais oui, en fait, on a un algorithme à côté de la grande masse. Ah ouais. Ouais. Et il est important cet algorithme à côté parce que c'est en faisant tac 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 à côté qu'on peut augmenter l'aiguillage et aller agrandir le spectre et toucher un maximum de personnes. Donc moi je trouve ça hyper positif qu'il soit là, cet algorithme-là. Maintenant, c'est comment on fait pour s'insérer vraiment et réussir à toucher en masse un maximum de personnes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne vont pas bien. Qui vont pas bien. Il y a de plus en plus... Il y a la précarité. Non, mais alors ça, par contre... Oui, il y a un problème financier aussi. Économiquement, ça marche pas. Attends, mais là, c'est n'importe quoi. Enfin, le pouvoir d'achat, stop, quoi. Bah ouais, stop. Mais en fait, stop. Et il y a plein de trucs qui vont pas. Après, on se dit, ouais, les commerçants, les restaurateurs, la crise des restaurateurs, etc. Encore une fois, on en parlait cette semaine. En fait, on peut même plus aller au resto. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Mais non, tu peux pas. C'est stop, en fait. Tout est trop cher. Et oui, tout est trop cher. Tout est trop cher. Moi, j'arrive j'ai mon salaire, j'ai tout payé et j'ai plus rien. Mais c'est ça. Les caisses sont vides, en fait. Ouais. Et je me dis, waouh, mais comment je vais faire ? Mais c'est ça. Comment je vais faire, en fait ? Je m'étais dit, super, tiens, en février, je vais essayer de partir en vacances, etc. Et là, je vois le budget qui fait clac, 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 qui rétrécit. Et donc, c'est angoissant, en fait. Complètement. C'est vraiment super angoissant. Et il m'est arrivé, donc, comme je suis célibataire, il m'est arrivé de me dire que je me trouve un mec juste pour que économiquement ça aille mieux, en fait. Mais c'est con d'en arriver à se dire ça, tu vois, dans ta tête, tu te dis, mais oui, parce que tu as la corde au cou. Et je vois bien que d'ailleurs, en fait, la question, elle n'est pas là, parce que même à deux, tu as plus de frais de toute façon. C'est ce que j'allais te dire. Et oui. Tu prends plus grand. Mais oui, tu prends plus grand. Et c'est pas que tu as l'idée d'avoir un deuxième enfant. Enfin, tu vois, tu as plein d'autres choses qui peuvent se mettre en route. Donc, en fait, même à deux, ton pouvoir d'achat, il va pas spécialement augmenter. Et il y a un réel problème autour de ça. Économiquement, ça ne marche pas. On peut pas augmenter les salaires. Moi, je suis patron. J'ai des employés, je ne peux pas, techniquement parlant, ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir augmenter leur salaire. Alors, on les paye vraiment correctement. Il y a des primes de fin d'année, etc. Mais ça fait mal au cœur de se dire que peut-être qu'ils galèrent et ils peuvent pas nous le dire, ou alors qu'on est vraiment une cellule hyper proche et hyper bienveillante. Mais quand on peut pas, on peut pas. Quand on peut pas, en fait. Oui. Quand tu as 50% de charge sur les, de charge patronale, c'est impossible. C'est impossible. C'est énorme. C'est énorme. Quand je vois le prélèvement de l'URSSAF, une fois que j'ai viré tous les salaires, je me dis ça va en fait. Et bam, je reçois le mail de la comptable qui me dit attention, prélèvement de l'URSSAF vers le 15, ça sera tant. Tu dis mais pourquoi c'est plus que les salaires? Mais what the fuck? Là tu vois ta trésor sécurité, t'es là. Mais carrément. Mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Bah ouais. Après, on se demande pourquoi les entrepreneurs se barrent. Enfin, désolé, je prône pas ça, mais franchement, désolé quoi. À un moment donné, merde. Surtout quand tu vois tous, on crée de l'emploi, on se démène pour porter des missions, pour jouer un rôle auprès de la société, c'est-à-dire qu'on fait le taf du gouvernement. Il y a un moment donné, et en plus de ça, tu vois,
T'as Tu remplis les caisses de l'État. Tu remplis. De toute façon, tu es employé d'État. Hein. Oui. Voilà. Tu remplis les caisses. Ouais, puis t'es taxé. Donc, Absolument. Tu remplis les caisses de l'État. Les entrepreneurs sont les employés de payes l'État. tout, quoi. Tout à fait. Donc, en fait, on se barre, les gars, parce que c'est mal fait. Et oui. Et moi, je comprends. Tu vois, je suis pas là à cracher sur les gens qui se barrent parce que c'est difficile, en fait. Parce que c'est difficile. Et donc, dur. je comprends. C'est trop dur. Et économiquement, on est en train de se manger un gros mur aussi. Et nous, tu sais, on est sur le marché français, mais on est aussi déployé en Angleterre. Et en Angleterre, il y a beaucoup moins de taxes. Et comme là, on commence à vraiment bien se déployer, on a plusieurs amis financiers qui nous conseillent vraiment de tout mettre sur l'Angleterre, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Partez. Alors, on ne le fera pas parce que nous, on bosse avec l'État en France et il vaut mieux qu'on ait une deuxième filiale, en fait, qui, elle, soit sous le régime fiscal anglais, etc. Ouais. Mais c'est vrai que tu te dis, je suis comme toi, en fait, je les comprends, ceux qui partent. Tu veux dire baser la boîte en Angleterre? Ouais. Ok. Interesting. Ouais. I'm gonna do it. Ouais. Yes, you can. Enfin, je rigole. Si j'ai envie de le faire, si j'ai envie un jour de faire ça. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mais rien, en fait. Tu vois? Rien. Tu n'appartiens pas à l'État, hein, donc qu'est-ce qui t'en empêche? Tu as tout à fait raison. Tu as le droit, hein, tu ne mets pas de limite. Hein. Si c'est juste une adresse fiscale. Franchement, là-dessus, tu as raison, je ne me mets pas de limite. Et parce qu'encore une fois, ras-le-bol, quoi. Bah ouais, ras-le-bol. Et oui. Enfin, tu vois, merde. À partir du moment où tu es vraiment 100% indépendante et que tu peux te le permettre, nous, comme on travaille, on a un partenariat quand même avec le gouvernement. Bon, un partenariat qui est gratuit, mais ça nous a quand même permis de poser pas mal de choses et de rassurer pas mal de nos partenaires aussi, d'avoir le tampon du gouvernement. On ne peut pas délocaliser entièrement l'entreprise à l'étranger, mais ouvrir la filiale en Angleterre et agrandir via la filiale anglaise, économiquement, c'est le plus intéressant. Parce qu'il y a moins de taxes. Il y a vraiment moins de taxes. Ouais, il y a plein d'endroits qui sont intéressants. Je pense que tous les pays en fait, sont moins taxés. On est le pays le plus taxé. Ah ouais. Un des plus taxés, en tout cas. Un des plus taxés, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Mais, bref, c'est encore, on part sur un autre sujet, mais c'est vraiment un sujet intéressant. Oui, mais c'est un sujet qu'on a quand on lance son entreprise. Complètement. C'est le cœur. Il n'y en a pas beaucoup des aides quand tu te lances. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des prêts éventuellement, si tu arrives à les passer. Ouais, mais c'est pas une aide. Voilà, c'est ce que c'est pas une aide. Mais bon, en même temps, là, on part complètement sur une autre discussion, on va se recentrer. Mais en même temps, comment te dire ça pour pas mal le dire, il y a déjà tellement d'aides, beaucoup trop d'aides selon moi. On cultive tellement ce truc. Ouais, voilà. Donc bon, ok, il n'y a pas d'aide, fine. Mais je ne sais pas comment dire. Effectivement, ce serait peut-être intéressant d'avoir des aides pour les entrepreneurs, mais le truc, c'est qu'on est vraiment déjà dans un pays où il y a tellement d'aides et on cultive un petit peu ce truc où on attend les choses d'autrui. Hein, oui. Alors qu'en fait, c'est à nous de créer un peu tout ça, de sortir les doigts, de faire ce qu'il y a à faire. Donc, bon, ça, à la limite, tu vois, ça ne me dérange pas. Par contre, d'être surtaxé comme ça de tous les côtés, ben non, en fait, ça me dérange. Et oui, il pourrait y avoir des exonérations juste au moment où tu te lances. Par exemple, que tant que tu n'atteins pas tel chiffre d'affaires, tu vois, un certain pourcentage, tu vas payer que 10% de charges sociales. C'est vrai, ça, en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'on paye tous les mêmes charges. C'est ça, quand je parle des aides. Évidemment, on paye tous les mêmes charges. Tu peux avoir un report, mais le jour où il te rattrape... Non, mais... oui. Là, c'est la fausse. Je me souviens qu'à la CCI, il m'avait proposé ça. Il m'avait dit, vous pouvez faire un report de 6 mois ou 9 mois. Bien sûr, ouais. J'aurais dit, mais pas du tout. Bien sûr. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Absolument pas. Je préfère tout payer maintenant. Bien sûr. Et tant pis, en fait. Ah oui, que tu aies ta vraie trésorerie en face et pas... ouais. Ah bah oui, non, c'est pas possible. Donc, ouais, non, enfin, moi, des idées, j'en ai dans ma tête. C'est bien, pour ça. Mais oui, ça serait bien. Peut-être qu'un jour, on arrivera à les présenter quelque part. Mais complètement. Mais parce que je trouve qu'en France, on a un vrai... Toi, tu rencontres quotidiennement des entrepreneurs et donc, des entrepreneuses principalement. Oui. Et c'est hyper intéressant. Et il y en a plein. Et il y a plein d'idées. Et moi aussi, j'en rencontre beaucoup dans tout le milieu start-up et entrepreneurs et tech. Il y a de l'ambition, il y a plein d'idées. Il n'y a pas de soutien, en fait. Et il n'y a pas de soutien. Ouais, non, il n'y a pas de soutien. Et c'est pour ça que ça ne tient pas la route, tu vois. En fait, il n'y a rien qui tient la route. Non, non, mais tu vois, c'est nul de dire ça parce qu'il y a forcément des trucs bien, mais tu as l'impression que dans toutes les sphères, tu vois,
Moi, j'ai l'impression que notre société telle qu'elle est construite aujourd'hui ne fonctionne pas. C'est vraiment quand je sonde dans mon cœur, ça marche pas. Et ça, moi, le déclic, ça a été à San Francisco quand j'étais dans le quartier des zombies. Parce qu'ils sont des milliers. Ouais, mais ils les appellent comme ça, ils appellent ça Zombieland. Oui, je sais. Et c'est quand même 10% de la population. Et en fait, et pourtant, je vois des choses dures. Je vois vraiment des choses dures. Hein. Je suis habituée à traiter des sujets compliqués, etc. Mais là, j'ai eu l'impression qu'on prenait mon cœur et paf, qu'on l'avait mis par terre et qu'on l'a. Nous, on a enjambé probablement des cadavres, en fait, pour réussir. Oui, parce que les gens meurent et il y a un mort toutes les 15 minutes. Je ne sais plus quel est le nom de la drogue, un mort toutes les 15 minutes. C'est énorme sur 10% de la population qui vit dehors, concentrée sur 3 blocs. Donc forcément, quand tu es dans ces 3 blocs-là, et en même temps, je me dis, c'est chouette chouette, c'est pas le bon terme, c'est bien que je l'ai vu parce que c'est important de le savoir. Je pense que tant que tu l'as pas vécu vraiment, tu t'en rends pas compte. Complètement. Mais vraiment, je suis rentrée en me disant, notre société ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Il y a ça, il y a les problèmes des personnes à la rue, des gamins, des orphelins 100%, tellement. Qui sont baladés de foyer en foyer. Comment on fait pour rater ça, en fait ? Il n'y a pas des milliards. Hein. Comment on fait pour rater ça ? Il y a plein de choses les violences faites aux femmes, les criminels qui, en tout cas pour le cas des violences faites aux femmes, qui n'ont jamais de peine ou qui ont des peines extrêmement légères. Les violeurs 1% des violeurs en prison. Il y a beaucoup plus de dépôts de plaintes pour viol. Je veux bien entendre qu'il y a quelques fausses plaintes. Je veux bien l'entendre. C'est pas la majorité. Donc 1%, c'est rikiki. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas, qui dysfonctionnent. Là, les Français ne peuvent plus manger. On reçoit les salaires et il y a quand même... Je me demande quels vont être les stats dans un an sur le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté parce que ça va pas, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça se casse la figure. L'éducation va pas bien. Ouais, les gens vont se barrer, mais ils vont se barrer où ? Mais on va se barrer à l'étranger. Enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas, ça a déjà commencé. Tu vois ? Moi, c'est vrai que quand je parle de la société, je parle de la société à l'échelle mondiale. Hein. Je parle pas forcément de la France, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah bah oui, y a tellement de choses. Moi, je ne saurais pas où me barrer. J'ai pas trouvé l'Eldorado. Quoi. Alors, j'en sais rien, tu vois, si l'herbe est plus verte ailleurs, il faut. On va pas le révéler aux gens aujourd'hui. Voilà, je ne dirai rien. Mais voilà, nous, ça nous a déjà traversé l'esprit, tu vois. Oui. C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Parce que c'est pas possible, tu vois, on en rigole, mais donc nous, on habite dans le sud, et nous, on se dit, en fait, tu sors dans la rue 1 heure, t'as dépensé 50 balles, mais t'as rien fait, hein, t'as juste marché dans la rue. C'est comme de vivre à Paris, hein, de vivre dans le sud de la France. C'est comme vivre à Paris, tu vois. En tout cas, voilà, c'est des sujets qui sont hyper intéressants, et merci, du coup, d'être venu parler de tout ça. On pourrait continuer de parler de plein de sujets, et j'espère, du coup, que t'auras cette portée que t'as envie d'avoir, et que tu pourras transmettre, tu vois, vraiment tout ce que t'as à transmettre à encore plus de monde, parce que je pense que c'est nécessaire. Merci infiniment Pauline. On a 3 questions rituelles dans le podcast à chaque fin d'épisode. Première question Pauline, c'était quoi ton rêve de petite fille ? Mon rêve de oh là, la colle. Oh bah non. Ah bah alors là En plus t'avais l'air bien partie. Mon rêve mon rêve de petite fille. Non mais je crois que si j'ai eu envie d'être, parce que j'ai été longtemps passionnée par Indiana Jones, donc j'avais envie d'être archéologue. Mais j'ai bifurqué en cours de route, donc Une aventurière peut-être ? Aventurière, ça oui, par contre j'ai toujours eu, oui t'as raison, j'ai toujours eu envie, alors sauver des gens, parce que toute petite, c'est un peu glauque, à la fois glauque et mignon, mais je récupérais les animaux et je pensais que je pouvais les ressusciter. Oui, voilà, c'est trop beau. C'est la part, oui. C'était moins chouette pour ma mère parce qu'il y avait quand même les cadavres d'animaux alors qu'ils ne restaient pas longtemps, hein. J'acceptais que ça marchait pas, ou elle me faisait croire que ça avait marché, qu'ils étaient repartis vivre leur vie à l'extérieur, donc j'ai toujours eu ce truc là du soin quand même qui était vraiment en moi, et m'occuper des autres en règle générale, oui, ça a toujours été une passion chez moi. Bon, ça fait sens alors. Oui, ça fait sens. Est-ce que tu as un mantra ? Est-ce que j'ai un mantra ? Oui, j'ai un mantra, mais qui est un mantra indien. Très bien. Qui est le Om Namah Shivaya, qui est, voilà, moi je crois, enfin je me sens proche de la représentation de Shiva, et qui est vraiment l'amour est en toi, Shiva est en toi. Donc c'est vraiment ça. Et après, mon deuxième mantra, qui est en français, c'est qu'il n'y a pas de problème dans la vie, que des solutions. Vraiment, quoi qu'il se passe.
Et il s'est passé des choses. Donc, quoi qu'il se passe, je le garde en tête. De manière générale, il vaut mieux de toute façon voir la vie de cette manière. Dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être la locomotive de sa vie ? Ça veut dire que je suis l'actrice en fait de ma vie et je le vis vraiment de cette manière-là. Il m'arrive souvent d'avoir le fantasme d'avoir une caméra en fait qui me suive partout tellement c'est incroyable et c'est exceptionnel de vivre sa propre vie et de se réaliser pleinement. C'est se réaliser pleinement aussi. C'est oser être partout et de déborder. Complètement. La caméra, tu peux vlogger. Hein. Ah ouais. Comme on fait franchement un vlog. Vlog tes journées, ton quotidien d'entrepreneur. Ouais. C'est génial. La flemme, mais... Non, mais tu demandes à quelqu'un qui te suit, quoi. Ouais. Et c'est lui qui fait c'est la personne qui fait le montage. Parce que c'est tellement génial, en fait. C'est génial. De pouvoir transmettre ça. Dans le bon et dans le mauvais, c'est génial. C'est génial. Moi, quand je pleure, je suis une drama queen. Je me mets Céline à fond, j'ai mon petit verre de vin, et mais je pleure par terre. J'ai un tapis moumoute et je me roule dedans. Tu vois, je le vis à 2000%. Parce que même ça, c'est génial, en fait. Parce que j'ai la chance d'être là et de ressentir la tristesse. Bien sûr. C'est une expérience de dingue, en fait. Bien sûr. Toutes les émotions sont bonnes, toutes les émotions sont importantes. C'est ça. Superbe. Écoute, je vais te laisser regarder la caméra. C'est celle-là. C'est celle-là. Et tu pourras clôturer ce petit épisode. C'est à chaque fois l'invité qui clôture. Oui. Donc, ça, c'est uniquement pour la chaîne YouTube. Ce sera coupé dans l'épisode audio. Okay. Du coup, l'idée, c'est de clôturer de la manière dont tu le souhaites. La seule chose qu'il faut inclure dans ton petit au revoir, c'est de bien dire aux personnes de s'abonner à la chaîne. Ok. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. Ok, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur les locomotives. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à vous abonner partout, à la chaîne, à Instagram, à YouTube, partout. Les locomotives, c'est super. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés et regardés. Et merci à toi pour ton invitation sur ton canapé. Merci beaucoup, Pauline. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye.